Les questions sont toujours les mêmes. Quelle issue à cette crise des Gilets jaunes, de cette crise sociale qui secoue la France, alors que la majorité présidentielle se fissure ici ou là? Et puis le Parti socialiste qui cherche à exister et qu'on a bien du mal à entendre dans toutes les contributions qui, aujourd'hui, sont versées au dossier. C'est avec Luc Carbounas que nous sommes ce matin, qui est député socialiste du Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Alors, hier soir, Mathieu Orphelin, qui était un député de la majorité, a décidé de jeter l'éponge, de quitter le groupe. Après l'abstention de 50 députés à l'occasion du vote de la loi anti-casseurs, est-ce que, ça y est, Macron, il a ses frondeurs comme Hollande? En tous les cas, j'en parlais hier avec Gilles Legendre de manière... Le président du groupe, l'AREM. Un peu persifleuse avant les QAG. Je dis, Gilles, si tu veux des conseils pour gérer une fronde dans un groupe majoritaire, je peux t'en donner. Alors, il m'a dit, ça n'existera jamais. Patatras, le soir même, Mathieu Orphelin. Ça s'ajoute à la longue liste maintenant des députés marchards. Ça commence à être nombreux. Plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine, sans oublier ceux qui sont partis créer un territoire et liberté, un nouveau groupe, sans oublier tous les ministres qui ont quitté le gouvernement entre le début du quinquennat et aujourd'hui avec Nicolas Hulot. On a bien vu l'épisode Darmanin, comment ils l'ont retenu par la manche. Donc, sous la cinquième, j'appelle les historiens à regarder ça de près. Je pense qu'on n'a jamais connu autant de défections, un pouvoir en place qui connaît en si peu de mois autant de défections. Et pour discuter avec beaucoup de parlementaires de la République En Marche, je vais être bon camarade, je ne donnerai pas de nom. Je pense que pour eux, ce n'est pas fini. Pourquoi? C'est pas fini. C'est pas fini parce que leur et en même temps qui a permis à Emmanuel Macron de se faire élire, ensuite il y a eu la vague macroniste derrière où des jeunes candidats qui n'avaient pas d'ancrage territorial se sont fait élire en 1 mois et demi de campagne. Tout ça n'a pas fait un corpus, une idéologie. Et donc, vous voyez bien que les marcheurs, ce sont soit d'anciens gens de gauche, écologistes, socialistes, qui ont mis le costume En Marche pour se faire élire, soit des gens de droite venant des cabinets qui ont fait la même chose. Et puis, vous avez toute une partie de députés dans la majorité, ou plutôt consciente avec la majorité, je pense à UDI Agir, qui regarde de manière assez favorable, avec le MoDem évidemment, tout ce qui est porté dans ces politiques. Mais il n'y a pas d'idéologie. Et à un moment donné, et notamment sur les valeurs, vous ne pouvez pas additionner des choses. On ne peut pas faire de parti sans idéologie. Il y a pas, un parti politique, c'est forcément une idéologie. Pourtant, on avait l'impression que les députés de la République En Marche, enfin ceux qui adhéraient à la République En Marche, étaient à peu près d'accord sur le constat économique, mais que c'était sur les questions dites de société, donc de sécurité régalienne, de sécurité, mais aussi sur la GPA, des choses comme ça, que ça pouvait achoper. Je ne suis pas sûr parce que que les frondeurs de Hollande, c'était un refus global de sa politique. Les frondeurs de Hollande, c'est aussi parce que nous avions été élus sur un programme et que le coming out en janvier 2014 de François Hollande qui expliquait face caméra qu'il était social-démocrate pour arriver à une politique libérale, évidemment que les gens de gauche, ils sont perdus. C'est comme ça que s'est créé aussi Emmanuel Macron. Il faut dire les choses, d'où tout ça est parti. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous d'accord sur tous ces sujets économiques. Il y a du social, il y a du sociétal. Mais vous vous souvenez ce séminaire qu'ils avaient fait il y a quelques mois où ils devaient redéfinir l'idéologie de ce qu'était le macronisme. Vous en avez retenu quelque chose, vous? Non. Moi non plus. D'accord. Macron est un président de droite? Macron est un président de droite libérale et Macron est un président qui veut être le rempart à l'extrême droite, qui a été élu par des gens de gauche comme moi au 2e tour pour faire rempart à Marine Le Pen et qui, depuis encore récemment, sa lettre de 4 pages extrêmement populiste où le Parlement est mis de côté en lançant le grand débat, la gauche ne l'a pas élu pour ça. Et ce qu'il est en train de préparer, et moi je me battrai pour éviter cela et créer un espace politique face aux libéraux et ce qu'il incarne et aux nationalistes de Marine Le Pen, il y a beaucoup de similitudes entre Emmanuel Macron et Matteo Renzi. On a vu comment s'est fini la gouvernance en Italie. Par un référendum et par l'alliance de l'extrême droite. Mais l'électorat d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'est pas à droite, en fait? Forcément, puisqu'il reprend des points dans les sondages, plus 14 points chez les sympathisants MoDem, plus 7 points chez les sympathisants LR. Il veut être le parti de l'ordre, il l'a affirmé vis-à-vis des Gilets jaunes
en direct live à côté du général Sissi en Égypte. Donc déjà, je trouvais que la photo ça, était... de la diplomatie. Oui, enfin, vous ne parlez pas de politique intérieure, et surtout en voulant être l'ordre incarné à côté du général Sissi, dont on connaît les contours démocratiques. Alors aujourd'hui, il est à Autun, la bonne ville bien de Talleyrand. Est-ce que vous participez, vous, au grand débat national? Écoutez, moi j'ai été invité au grand débat à Évry-Courcouronnes, puisqu'ils ont invité les parlementaires. Vous y étiez, alors? Pas du tout. Non, vous étiez invité? Non, j'étais invité par le préfet du Val. C'est le préfet du Val-de-Marne, son secrétariat qui m'a appelé. parce que c'est votre circonscription. C'est l'Île-de-France, moi je suis en Val-de-Marne. Ouais. Alors j'y suis pas allé parce que j'ai passé l'âge à 47 ans d'être un pot de fleurs. Et quand je vois la réponse du ministre Lecornu à mon collègue Robin Reda, député LR et président LR de l'Essonne, président du parti LR de l'Essonne, à qui un ministre refuse la parole à un député. Bonjour la confusion des genres au niveau du fonctionnement des institutions. Les députés n'ont pas le droit à la parole dans ces séances-là. Alors qu'il est conseiller municipal. C'est l'ancien maire de Juvisy-sur-Orge, plus jeune maire de France en 2014. Il va à ce raout et on lui dit face caméra et sur toutes les chaînes info, non, toi t'es député, t'as pas la parole. J'ai envoyé un texto à Robin, je lui dis, écoute, la réponse que vient de te faire Lecornu m'a conforté dans l'idée d'être resté chez moi. C'est une mascarade ce débat? C'est un plan de communication. Mascarade, on le saura à la sortie le 15 mars avec les propositions du président. Alors ce référendum qui est sur toutes les bouches, on ne sait pas du tout s'il va avoir lieu, mais question d'un référendum, beaucoup de gens en parlent, il est possible et est-ce qu'il est souhaitable? Vu comme le référendum et les questions commencent à être orientées... D'abord sur le principe, est-ce que vous êtes pro-référendum? Non, moi je suis pro-dissolution. Moi, si vous me posez la question, le sortir du grand... Il faut dissolution. La sortie du grand débat le 15 mars, c'est la dissolution et de retourner sur un vrai débat politique. Et vous seriez concerné au premier chef, puisque vous êtes député. Et donc vous voyez que j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça. La sortie de crise, ce n'est pas un grand discours, un énième grand discours du président préparé par ses communicants. Ce n'est pas de faire tourner la tête aux Français sur un référendum avec des questions totalement orientées pour faire croire qu'on répond à la commande de l'opinion publique. Toutes les questions que j'écoute et que je vois dans le référendum à venir sont dans la révision constitutionnelle. Pourquoi on ne passe pas par le Parlement à ce moment-là? Et donc, moi, je le dis... Il pourrait y avoir des questions d'ordre social et économique dans ce référendum. Alors, pourquoi il ne veut pas remettre l'ISF pour ou contre le retour de l'ISF? Il faudrait savoir. Alors que l'ISF, avec la taxe sur le carburant, étaient tous les deux jambes de la manifestation des Gilets jaunes. Solution, Luc Carmona, ça changerait quoi? Un grand débat. Un grand débat pour savoir réellement ce que les Français veulent ou pas. Peut-être qu'il aura une majorité, cette fois relative. Sûrement que la gauche se renforcera et apprendra à mieux s'organiser. Et moi, ça serait une bonne occasion pour vous. Moi, dans le cas où je dis je veux une dissolution, je veux aussi que les partis de gauche, dès maintenant, commencent à se mettre autour d'une table, pas seulement pour parler des élections européennes, mais pour trouver des vrais points de convergence, comme nous l'avions fait en 97, souvenez-vous, avec Lionel Jospin. Et à l'époque, tous les partis de gauche s'étaient mis autour de la table en faisant un programme commun, parce que personne ne pensait qu'ils auraient la majorité. Alors, il y a quelqu'un qui fait ça actuellement, il s'appelle Raphaël Glucksmann, il a créé un cercle qui s'appelle Place Publique, et il a bien du mal à décoller, parce que personne ne le connaît. Bon, c'est difficile cette union de la gauche que vous appelez de vos voeux. Moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. En plus, ils veulent, comme nous, comme moi, quand j'ai créé en septembre dernier le mouvement de la gauche arc-en-ciel, on veut tous le rassemblement de la gauche le plus large possible. Donc moi, je les accueille à bras ouverts. Après, il ne suffit pas de se rassembler. Il faut aussi que l'on dise à ceux que l'on va chercher à convaincre, on se rassemble sur quoi? Nous, les socialistes, on a eu de grands débats sur ce que l'on voulait pour l'Europe demain dans le cadre des élections européennes. Il y a eu des débats pendant plusieurs mois. Il y a eu un vote en bureau national qui a causé, pour des raisons politiques, les départs de Pierre Moscovici et d'Emmanuel Morel du parti. C'est pas rien. Et donc aujourd'hui, pourquoi j'évoque cela? C'est parce que les socialistes ont défini un cadre politique pour trouver des points de convergence avec le reste de la gauche. Sauf que dans ce que je vois aujourd'hui... Là, il y a la France Insoumise dedans. Moi, je mets tout le monde dans la gauche. Y compris la France Insoumise. Et je parle avec tout le monde, contrairement à d'autres qui veulent occulter une partie de la gauche et du peuple de gauche. Et aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que Olivier Faure propose de commencer la campagne des européennes sur les 10 propositions de place publique. Ces 10 propositions n'ont jamais été discutées en bureau national et ne font même pas de cas du vote des militants du Parti socialiste l'année dernière et des travaux menés qui, encore une fois,
on va donner lieu au départ de 2 cadres importants du parti. Donc, ça veut bien dire qu'il y a eu des échanges politiques. Vous avez bien du mal à vous faire entendre au Parti Socialiste. Hein. Il n'existe plus le PS, là. Si, il existe. Vous savez, je dis souvent à nos amis et à tous ceux qui me disent vous êtes morts, il nous reste 3 choses. Quoi? Notre histoire, avec un grand H, ça, des valeurs et des territoires. Ouais. Et donc, moi, je ne veux pas, au nom du rassemblement, encore une fois, pourquoi faire ? Pour quelles orientations? Et je ne veux pas voir se dissoudre demain dans les territoires au nom de je ne sais quel, sauf qui peut, sauf qui veut, cette histoire et ces valeurs. Vous étiez candidat contre Olivier Faure et d'autres. Je n'étais pas contre, j'étais une autre offre politique. D'accord. Voilà. Pour diriger le Parti Socialiste, c'était il y a quelques mois. Et d'ailleurs, j'étais en avance. D'accord. Non. C'est Olivier Faure qui a gagné. Il y a un an, je parlais de la gauche arc-en-ciel et de l'Union. Olivier Faure me disait, c'est pas le sujet. Il a gagné, Olivier Faure. Le sujet, c'est l'identité socialiste. J'entends bien. Un an plus tard, il nous parle d'union de la gauche. Et il est tellement dans l'identité socialiste qu'il veut nous ranger derrière Place Publique. C'est Olivier Faure qui a gagné. Oui. Vous vous rangez derrière lui? Mais aujourd'hui, depuis octobre dernier, nous sommes dans la direction nationale du parti parce que nous sommes pour le rassemblement de la gauche. Et pour rassembler la gauche, il faut déjà se rassembler nous-mêmes. Ouais. Vous n'avez rien à lui reprocher à Olivier Faure? Moi, j'ai un reproche à faire à Olivier Faure. C'est Lequel? qu'il est le reproche qu'il formule notamment dans la lettre à Édouard Philippe sur le grand débat, c'est celui de la verticalité. Il n'associe pas ses camarades. Il a une gouvernance trop solitaire Une gouvernance avec ses amis, de son texte d'orientation, alors que nous sommes prêts à mouiller la chemise avec lui et à tirer tous les sujets ensemble. Moi, j'ai montré que j'étais collectif, mais pour être collectif, il faut être plusieurs. Comment ça va se terminer pour les européennes? Alors, les européennes, est-ce que vous aurez votre liste? Les européennes, nous aurons des candidats, c'est sûr. Qui va tirer la liste? Ça, on verra. En tous les cas, si c'est un rassemblement large, avec les écologistes, avec les communistes, avec Génération, les radicaux de gauche qui ont pris leur indépendance depuis hier. Moi, je l'ai dit en septembre dans le JDD, dans une interview d'un de vos confrères, j'ai pas de tabou à ce qu'on soit deuxième sur une liste d'un grand rassemblement de la gauche. Si on se dirige vers un rassemblement partiel, j'entends Place Publique, mais j'entends aussi l'UDE, alors il faudra que les partis de gauche disent qui est le mieux à même d'emmener la tête de liste. Moi, Olivier Faure nous dit, samedi dernier à la réunion des secrétaires de section, que l'UDE est d'accord pour se ranger derrière Place Publique. Vous voyez qu'il y a un débat au PS sur cette question-là, mais ce n'est pas vrai. Moi, j'ai discuté avec les responsables de l'UDE. Ouais. Les responsables de l'UDE me disent très clairement qu'ils ne sont pas sur cette hypothèse-là. Donc Olivier Faure, il discute avec qui? Quand est-ce qu'on a le nom? On a du temps quand même. Déjà, on va sortir de la... Il faut qu'on bosse tout le mois de février pour tout tenter sur le rassemblement. Il faut que fin du mois de février, il y ait un Conseil national du Parti socialiste, le Parlement du parti, et qu'on se mette au travail pour essayer de convaincre le plus possible le 26 mai. Vous regrettez que Ségolène Royal, finalement, ait jeté l'éponge? Je regrette qu'elle ne soit pas notre candidate, mais en même temps, elle est cohérente. Elle voulait l'union de toute la gauche. Moi, j'aurais aimé qu'elle reste un petit peu plus encore dans le jeu, parce que je pense que, vous savez, une campagne telle celle qui se précise, ça va bouger tous les jours et tout le temps. Et on a bien compris que Ségolène Royal était la figure politique, tout en n'étant plus au Parti socialiste, qui, pour moi, et je crois qu'on est nombreux à le penser, crée dès l'occasion des élections européennes ce nouvel espace politique que j'appelle le BVE, écologiste, progressiste, socialiste et citoyen. C'est définitivement fermé ou elle peut encore revenir? Elle a dit qu'elle restait dans le jeu de la campagne des européennes. Je discute avec elle. Elle peut encore changer d'avis. C'est à elle qu'il faut le demander. Mais j'en serais très heureux. On est avec Luc Carounas, député PS du Val-de-Marne, et maintenant avec Jérémy Pontieux. Nous allons poser vos questions, chers internautes. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Carounas. Bonjour. Alors une question qui revient beaucoup sur le chat du Figaro.fr, Antimac et le commentaire la pose, c'est savoir ce que vous pensiez du retour de François Hollande dans la vie politique, en tout cas sur le devant. J'ai pas cru comprendre qu'il était revenu dans la vie politique. J'ai cru comprendre qu'il fait la promotion de son bouquin qui marche très bien. Tant mieux pour lui, à chacun sa part de vérité dans le quinquennat précédent, le chef de l'État. Il y a eu un inventaire de fait du quinquennat Hollande par Olivier Faure. Vous n'y étiez pas d'ailleurs? Non, je n'y étais pas parce qu'encore une fois... Vous êtes contre le principe? Non, c'est pas ça. C'est que moi, par ma présence, je suis un responsable politique, je ne fais pas là aussi le pot de fleurs aux côtés d'un discours dont je ne connais en rien les contours, et où, lors du dernier Bureau national, Olivier Faure, le premier, reconnaissait qu'il l'avait écrit tout seul, ce discours. C'est pas ma conception encore. Je crois que l'inventaire du quinquennat méritait un peu plus de collectif pour qu'on soit
plus globale dans ce qui a été dit. Est-ce que François Hollande a encore sa place au Parti socialiste? Mais vous lui posez la question. Mais moi, je ne suis pas là pour D'après parler. vous. Mais moi, François Hollande a été le 2e président socialiste. Vous voulez quoi que je vous dise? Il a plus sa place au Parti socialiste? C'est le passé? Non seulement C'est il a sa l'avenir place encore. au Parti socialiste, mais non, non, je vois bien les petites phrases où on cherche à nous mettre Non, tous. moi, je vous pose des Moi, je questions, suis pas vous la savez, jeune moi. génération J'ai contre pas les d'action, anciens, même si je pense que j'ai bien mouillé la chemise pour la réussite du dernier quinquennat. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit, ma génération, un peu plus aidée. Je ne trouve pas que tous les ministres, jusqu'au Premier ministre et président du dernier quinquennat, tous de gauche, ils sont où aujourd'hui quand ma génération se bat au quotidien pour trouver des solutions pour justement qu'on ne crève pas de notre histoire? J'aimerais bien qu'on vienne nous aider. Moi, j'en ai marre des petites phrases quand on se pointe à Sciences Po Paris ou ailleurs et on s'invective entre Olivier Faure, qui a été le collaborateur de François Hollande, et François Hollande. Ils ont qu'à se voir tous les deux et arrêter de nous jeter en pâture dans leurs problématiques internes. Toujours sur le Figaro.fr, le commentaire, c'est son pseudo, et il se demande si vous êtes favorable à la proportionnelle et si oui, pour quel pourcentage? Alors, favorable, oui, proportionnel, intégral, et j'invite celui qui me pose la question de se procurer le livre sur les institutions que j'ai écrit il y a maintenant 4 ans aux éditions Jean Jaurès. D'accord. Dans lequel vous dites? Proportionnel, intégral, Avec une prime au comme vainqueur? comme sur le mode régional, ça marche très bien, ça évite la pétaudière au Parlement, ça poussera à de vraies coalitions de projets, on voit ce qui s'est passé en Allemagne encore récemment, que d'être dans l'incantatoire, je veux me rassembler, mais je ne sais pas pourquoi faire, et demain je veux gouverner. Ça, c'était le mode d'emploi du dernier quinquennat, et on est passé 300 socialistes au Parlement à 23. On apprend de nos erreurs, hein, et moi j'essaie juste d'avancer. Notre internaute sur le Figaro.fr se demande quelle est la position du PS vis-à-vis de la France insoumise. Écoutez, moi, ma Vous position... avez un discours plus ouvert que celui d'Olivier Faure, de ce Mais point de moi, vue. j'ai créé le mouvement de la gauche arc-en-ciel. Je discutais encore la semaine dernière à plusieurs reprises avec Alexis Corbière et avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux que si on rate nos convergences à l'occasion des élections européennes, on construise dans les territoires, à l'occasion des élections municipales, c'est quoi être de gauche, c'est quoi mener une politique de gauche sur les services publics, sur le logement, sur la petite enfance. C'est quoi d'ailleurs? C'est l'égalité pour tous et de permettre à des villes comme Alfortville, dont On a les moyens? on a les moyens vis-à-vis de l'État aujourd'hui de moins en moins, mais moi qui ai été maire d'une ville populaire, j'aspire qu'en tout point du territoire, tous nos compatriotes puissent avoir accès aux mêmes qualités de services publics que s'ils habitent Alfortville ou Neuilly-sur-Seine. C'est ça être de gauche. Un internaute se demande quelles sont les positions, alors peut-être une proposition, socialiste pour réduire la dépense publique. Vague question. On en a beaucoup parlé récemment. Il faut réduire la dépense publique. Mais ça veut dire quoi déjà, réduire la dépense publique? C'est la doxa des 3%? Pour éviter l'endettement aussi, parce que vous savez que l'un des premiers postes budgétaires, c'est justement le service de la dette. Mais moi, je vais vous dire, il faudra qu'à un moment ou à un autre, dans une vaste refonte de la fiscalité, les politiques qui nous gouvernent, et ça c'est vieux depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, aient le courage de reposer une vraie politique de la fiscalité à plat. Si on considère en France que les Vous êtes favorable à un Oui. Big Bang de la... Ouais, de la- si on considère que les policiers, les infirmières, les enseignants sont bien payés dans ce pays, ils sont mal payés. Si on considère que les collectivités territoriales ont suffisamment de dotations pour apporter plus et mieux de services publics, c'est pas vrai. Et moi, quand j'entends les gilets jaunes, j'ai pas le sentiment qu'ils veulent ne pas payer d'impôts. Ils veulent juste savoir pourquoi leurs impôts ne leur permettent pas, comme par ailleurs, d'avoir la maternité qui reste ouverte, d'avoir la route qui aménage et qui vous relie d'un point A vers un point B. Tous les gilets jaunes aujourd'hui, encore une fois, ils veulent être mis à égalité devant l'impôt, mais à égalité devant l'accès des services publics. Et ce que je suis en train de vous dire, mais la République En Marche n'aura pas le courage de faire ça. Ils ont exonéré les 360 000 foyers fiscaux les plus riches de 5 milliards par an, alors que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un grand débat politique, avec peut-être un grand référendum sur les sujets qui disent est-ce que vous êtes prêts à payer un peu plus d'impôts, mais avoir plus et mieux de services publics, et de voir nos policiers, nos enseignants, nos infirmiers, on a tous affaire à eux un jour dans notre vie, d'être mieux payés, et je crois que ça mérite un vrai débat. Dernière question, vous avez été secrétaire national chargé du numérique et la question de l'internaute, c'était de savoir ce que vous pensiez de l'anonymat sur Internet. Est-ce que vous seriez pour lever l'anonymat sur Internet ? Bon, écoutez, vous savez, moi, les gens qui se cachent derrière un patronyme et qui ne donnent pas leur identité, quand ils sont racistes, homophobes, xénophobes ou qu'ils sont dans de la diffamation, aujourd'hui en France, et j'y ai procédé, quand vous portez plainte, l'anonymat, il est levé et on sait qui se cache derrière son ordinateur. Donc il y a déjà un arsenal juridique qui permet cela. Après, que ceux qui n'ont pas de courage et qui se cachent
derrière des fakes, et ben, qui continuent à se cacher en mangeant leur popcorn derrière un écran d'ordinateur. C'est pas ma conception du débat politique. Moi, je parle à visage pas caché et découvert. Merci Luc Carvounas de vos réponses à toutes nos questions. Merci à vous, chers internautes, avec Jérémy Pontieux, qui s'est fait votre interlocuteur. Et puis à demain, si vous le voulez bien.